Juno Beats. Bonjour Florence Napri, c'est toujours un plaisir pour moi de te recevoir sur mon média, The Link FWI. Aujourd'hui, donc, le concept c'est rencontre avec Florence Napri. Donc Florence Napri, qu'a nous fait, qui genre et comment se passe cette reprise musicale après ces longs moments de confinement et de Covid-19? D'abord j'ai chaud, bonjour, j'ai chaud, mais en bien. Comment se passe cette reprise de musique? Ben, à fond les ballons. Parce qu'après les longs mois de confinement, qui moi, en ce qui me concerne, ils n'ont pas été propices à la créativité. Voilà, il y a plein de gens qui pendant le confinement ont créé beaucoup. Moi, c'était pas tout à fait ça, c'était plutôt de la paralysie, au départ en tout cas. Et puis ensuite, comme une espèce de grande pause. Moi, j'ai pris, voilà, je me suis posée à l'intérieur, je me suis vraiment reposée. Je me rappelle que j'ai fait à manger, comment j'ai fait, j'ai dormi, j'ai vraiment pris beaucoup de recul sur plein de choses. Et donc, ça aussi, ça nourrit. Ce qui fait qu'au moment où on se remet au travail, il y a plein de choses qui se passent. Sans compter qu'à la sortie du confinement, le premier gros confinement en France, moi, je rentre en Guadeloupe, définitivement. Et j'enchaîne sur une série de folles aventures. Ça aussi s'inspire et ça nourrit. Et au moment où je me remets à écrire, où je retourne en concert parce que les salles sont de nouveau accessibles, parce que le public a de nouveau le droit de se déplacer et venir apprécier de la musique, prendre du bon temps et guérir aussi de tous les traumatismes de ces derniers mois, le planning se charge en 2 temps 3 mouvements, quoi. Et ça va bien. C'est vrai que nous on te connaît, mais pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, qui es-tu? Qui est Florence Napri? Je suis une chanteuse, autrice et compositrice. Je suis une productrice de mes propres spectacles, pas parce que j'aime ça, mais parce qu'on n'a pas trop le choix. Je suis podcasteuse. J'ai un podcast qui s'intitule Rebelle et la Bête. Je suis quoi encore? Je suis de temps en temps un peu grande gueule et très souvent militante et engagée dans des combats comme la politique culturelle que je trouve un petit peu défaillante en Guadeloupe, comme les violences entre les hommes et les femmes dans ce pays en particulier. Partout certes, mais moi c'est mon pays qui m'intéresse, donc nos questions à nous, spécifiques à ce que nous sommes, nos histoires, nos constructions, nos déconstructions, elles m'intéressent, elles m'importent et j'en parle chaque fois que je peux. C'est vrai que tu nous as parlé un peu de ton parcours, les podcasts, les scènes de théâtre que tu as animées. Mais maintenant, tu es de retour en musique, après près de 11 ans sans album. Peux-tu nous parler de ce nouvel album et pourquoi ça a pris autant d'années pour faire un nouvel album? Et en combien de temps as-tu écrit cet album et avec qui tu as collaboré? Ok, alors effectivement j'ai un nouvel album qui s'intitule Certifié Alive et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est génial. Il est sorti le 28 mai dernier, jour où j'étais sur scène à Terre de Blues. Donc je me suis fait le plaisir d'annoncer la sortie de l'album alors que j'étais sur scène, au moment même où j'étais sur scène. Cet album est sorti 11 ans après le premier, qui s'appelle FunCon, qui était mon tout premier album, dans lequel j'ai mis beaucoup de choses. Pourquoi je mets tout ça de temps entre 2 albums? Il y a plein de raisons. La première, c'est les finances, tout bêtement, où on a l'impression que pour bien faire les choses, il faut avoir beaucoup d'argent. Et parce que ça coûte pas rien de faire un album, de payer les musiciens, de payer les studios, de payer le mastering, bref, toutes ces choses-là, ça coûte cher. Donc ça tire un peu en arrière. Il y avait aussi peut-être le fait que dans FunCon, j'ai raconté énormément de choses de moi, d'un coup d'un seul. Et que peut-être que je me suis retrouvée comme à court, alors c'est pas à court d'inspiration, mais comme à bout de souffle parce que j'ai tout donné d'un coup. Il y a aussi le fait que cet album-là, c'était pas un album de saison. Donc j'ai pu le porter pendant plusieurs années sans avoir l'impression d'avoir épuisé quelque chose. Il y a encore le fait qu'il n'y a pas eu d'album, mais il y a eu des événements, des projets, des choses. Notamment le spectacle Dans la peau de Mano, qui m'a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de force et aussi beaucoup d'enthousiasme, quoi. J'avais beaucoup de choses à y mettre. Donc j'avais pas le besoin de raconter en musique encore autre chose puisque je le faisais déjà sur scène. Dans la peau de Mano, c'est un spectacle que j'ai donné en hommage à Manuela Pioche, pas pour parler d'elle uniquement, mais pour parler de la Guadeloupe,
pour parler de la société, pour parler des femmes des années, d'une femme, j'allais dire complètement folle d'oser vivre sa vie, d'oser assumer ses rêves et de chanter dans les années 50-60 en Guadeloupe, alors que à part ça Madame Café, il y a un cas là qui occupé des cases là, et lui à part ça il était qu'à faire, il était qu'à chanter, il était qu'à vivre avec un homme, il était qu'à boire un. Donc il y a une espèce de truc assez désespérant en vrai entre l'admiration qu'elle pouvait susciter, parce qu'elle avait une voix extraordinaire, parce que ses chansons doucinaient le cœur des gens, et ses choix de vie qui rebutaient, qui questionnaient, qui machin. Ce qui fait que on a un gros décalage entre l'admiration pour la dame et le rejet qu'elle a pu subir quand, à la fin de sa carrière, à la fin de sa vie, très très courte sa vie, elle est morte à 37 ans, à la fin de sa vie, tout le monde lui tourne le dos parce qu'elle a mauvaise réputation, parce qu'elle se retrouve pratiquement dans la rue, à mendier. Et ce qui me gêne beaucoup dans cette histoire, c'est que quand elle disparaît, on l'efface complètement. Et on efface son talent avec elle, on efface son histoire, on efface tout à fait son existence, et donc on efface une part de notre histoire de Guadeloupéens à nous. Ça me gêne. Ça me gêne d'autant plus que c'est un traitement qu'on inflige à une femme, alors que des hommes défaillants, bon voilà quoi, hein, on en a plein dans notre histoire et on les encense quand même, parce que on fait la différence entre l'homme et l'artiste. Là, c'est comme si on n'a pas eu envie de faire la différence entre la femme et l'artiste. Madame là pas bon, eh ben nous qu'a oublié toutes. Et il pas bon en vertu de quoi? Donc toutes ces questions-là m'ont fait monter un spectacle que je crois très très beau et j'espère le revoir sur les planches. Mais en attendant, Ike n'y ont cédé à ça. Et pour revenir sur Certifié Live, on arrive 11 ans après FunCon, 4 ans après, presque 5 ans après Dans la peau de Mano, voilà. Non, j'exagère. 4 ans après Dans la peau de Mano, qui est né en 2019. Et dans Certifié Live, qui est résolument live, l'idée c'est de donner une espèce de photographie de ce que je fais depuis quelques années sur scène. Voilà, on me voit sur scène. Si on parle de Florence Napri et qu'on me cherche sur les réseaux, on va retomber sur FunCon et c'est plus tout à fait ce que je chante. Donc, Certifié Live, c'est comment est-ce qu'on capture ce que je fais, notamment avec Éric Delblon, avec Audrey Clodion. Souvent, on est en trio. Et puis là, on rajoute Sonny Troupé pour mettre de la percussion. Et Sonny, c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis le tout début. Voilà, on a au moins une batterie de Sonny Troupé et plusieurs percussions sur FunCon, par exemple. Et je le retrouve avec plaisir sur Certifié Live, parce qu'il faut aussi noter que l'équipe de Certifié Live, c'est l'équipe qui m'a accompagnée sur Terre de Blues. Et c'est comme si tout l'intérêt et toute la pertinence de présenter Certifié Live au moment de Terre de Blues, c'est qu'on joue ce répertoire-là avec cette équipe. Et c'est pour dire, aujourd'hui, là, c'est nous et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on vous propose. Il y a d'autres choses qui arrivent, il y avait déjà d'autres choses avant, il va se passer plein de choses, je l'espère, mais là, la photo, c'est celle-ci. Sur cet album Certifié Live, je collabore avec plein de gens super intéressants. Et le premier, c'est Stargy, qu'on connaît dans le rap parce que c'est l'un des précurseurs du rap créole. Et ça fait 1 an et demi qu'on travaille et c'est aussi sur son impulsion que cet album Certifié Live sort en vrai. Parce que moi, je suis bloquée dans mon idée qu'on fait un album proprement, avec que des nouveaux titres, patati et patata. Et j'ai pas cette idée de... ben oui, on a la possibilité de capturer là comme ça cet instant, de le proposer, et puis évidemment au public d'en faire ce qu'il veut, quoi, simplement. Parmi les autres collaborateurs, il y a Tiex, voilà, ingénieur du son, qui a mixé cet album et qui l'a enregistré chez lui. On remercie Trépi, Monsieur Trépi Daniel pour le mastering. Tous ces bits-là, c'est important, on n'en parle pas parce qu'on rentre dans la technique, mais tout ça est important. Et puis, hello. Et puis, on a également Daniel Dabriou pour l'image, pour l'imagerie de cet album. Voilà. Et un qui belle moon en réalité, un qui belle moon. Il y a quelqu'un d'autre que j'ai oublié, c'est Lydia Barlagne, dont on entend les voix aussi. Sur voilà, exactement, on entend les voix sur les chœurs de cet album Certifié Live. D'accord, mais comment sont nés ces titres? D'où viennent tes inspirations pour écrire ces 8 titres? Ouais, il y en a 9 en vrai. Il y en a 9, non mais c'est normal que... Alors, il y en a 9 parce que y a Guadeloupean Boy, ouais, et oui, et tu fais cette tête-là parce que tu ne l'as pas entendu, il n'est pas sur les plateformes. Il est sur Bandcamp. Il y a, chaque fois que je sors des trucs, il y a une surprise sur Bandcamp qui apparaît pas sur les plateformes. Voilà. Et ça, donc ce Guadeloupean Boy, qui est un duo avec Stargy, se trouve uniquement sur une plateforme presque cachée, mais c'est pas caché du tout. Il y a moyen de trouver ça. Et donc ces 9 titres, ils viennent
ils viennent de mes inspirations depuis Funkan en réalité. Je crois que chanter, Bako Arbon, Voler, je les chante depuis, je sais pas, j'ai envie de dire depuis 2017, facile, 17-18. Il y a Ola Osoti qui est né il y a un an pile, il y a un an tout pile. Parce que la vie, enfin voilà, c'est rien d'extraordinaire, hein. La vie nous pose des questions, la vie nous suggère des espèces de trucs, la vie impulse une émotion et moi j'ai le plaisir de la traduire de temps en temps en chanson et c'est de ça que viennent Bako Arbon. Bako Arbon par exemple, c'est un morceau que j'ai écrit vraiment un matin où j'arrivais pas à me réveiller quoi. Il fallait sortir du lit, j'avais la flemme, mais il y avait plein de trucs à faire et je ne pouvais pas rester dans mon lit à me reposer, ce qui est tout à fait légitime, sachons-le, c'est tout à fait légitime de faire des pauses, c'est normal. Mais ce jour-là, j'avais pas le choix. Donc c'était une espèce de son que j'ai écrit pour me booster, qui commence très doucement, très tranquillement et qui s'excite à un moment donné parce qu'il faut au ballon. Et si tu trouves pas le ballon toi-même, ça peut être compliqué de le trouver par ailleurs. Ola Osoti, j'allais dire, c'est une histoire d'amour. C'est pas une histoire d'amour, c'est vraiment une histoire de désir. Ola Osoti, c'est vraiment ce désir qu'on entend toujours. Alors, j'allais dire dont on n'entend pas tellement les femmes parler. Toujours pas suffisamment à mon goût, ou alors de façon facilement très vulgaire. Voilà, je trouve que le désir arrive de façon très brutale et très vulgaire quand il est dans la bouche des femmes en ce moment. Et c'est très bien parce que ça veut vraiment dire prise de position, affirmation et tout ça. Et moi, j'avais envie d'en parler de façon plus, voilà, tout aussi coquine et chatouilleuse, mais sans rentrer dans le gras du truc. Qu'est-ce qu'il y a encore Voler, c'est une... Ah non, je dis Voler. Et Voler, il n'est même pas sur cet album-là. Ça, c'est encore une autre surprise. Voler, il est disponible sur un autre concept. Toujours sur Bandcamp, d'ailleurs. Il y a plein de choses sur Bandcamp. On va mettre un lien pour vous envoyer là-dessus. Qu'est-ce que j'ai chanté qui raconte ce que je fais, pourquoi je fais ça, en vrai. Et que chanter, pour moi, c'est pas raconter la joie. Alors, j'ai une manie, moi, je chante dans la rue. Je chante dans la rue et souvent, quand les gens vous croisent chantant, ils vous disent « Ah, vous êtes contente aujourd'hui ?» Alors, je réponds « Oui, mais pas forcément. » Chanter, c'est juste exprimer toute espèce d'émotion. Et donc, je peux chanter très fâchée, très malheureuse, voire très en train de pleurer. Ça arrive. Ça m'est déjà arrivé. C'est moche à entendre. Mais voilà, je peux chanter parce que je suis malheureuse. Ça arrive. Et le morceau chanté, il raconte vraiment que quoi qu'il arrive, je ne saurais pas quoi faire d'autre que chanter en réalité. C'est pas une décision, c'est comme ça que je fais, c'est comme ça que je dis, c'est comme ça que je vis. Je chante. Et en combien de temps ça t'a pris pour tout faire, pour tout écrire, composer, enregistrer, mixer et publier? Alors, je ne vais pas parler de la composition parce que je n'ai pas composé pour faire l'album. C'est peut-être ça la différence avec les albums habituels, ou en tout cas la façon classique de faire. Je n'ai pas composé les morceaux pour faire cet album, j'ai composé des morceaux et puis advienne que pourra. Il y en a qui sont sortis, je dis, en 2017-2018, parce qu'ils sont venus, ils me sont venus en tête. Il y en a d'autres qui sont venus plus récemment, comme ça, que j'ai décidé que je mettrais sur le prochain spectacle, parce qu'il y a un spectacle en préparation, oui. Et donc, le moment de les réunir, c'est, je crois qu'entre le moment où on décide de faire l'album et le moment où il sort, le 28, il se passe maximum 2 mois, je crois. Donc on se retrouve le 27 et le 28 avril chez TX pour en 2 jours enregistrer tout ça. En réalité, ça a pris 2 demi-journées. Et puis c'est allé super vite, mais l'équipe est du tonnerre. Et en 1 mois, il a fallu mixer, masteriser, designer la couverture et tout ça pour le sortir pile le 28 mai. Donc, grosso modo, ça a duré 2 mois à tout casser. D'accord. Alors, Florence Napri, vous êtes une célibataire endurcie? Ou pas? Tu chantes célibataire endurcie, mais on sent qu'il y a une certaine affirmation de la femme forte, la femme qui s'affirme et qui affirme sa position dans cette société où c'est vrai que c'est encore mal vu d'être une femme célibataire, qui aime regarder les hommes, qui a peut-être du désir, comme tu disais. Donc, est-ce que c'est vraiment des thématiques qui te sont chères? Oui, ce sont des thématiques importantes. Célibataire endurci, c'est pas un morceau à moi, au départ en tout cas. C'est lui, il est issu de Dans la peau de Mano. C'est Manuel Lapioche qui interprète le premier couplet de Célibataire endurci. Et moi, j'ai écrit le deuxième pour les besoins du spectacle. Et puis, je remets ça sur Certifié Live parce que j'en ai envie en vrai et que je trouve... Les gens sont toujours super ravis d'entendre ce titre. Donc, c'est avec plaisir que je l'ai remis là.
Et oui, c'est l'occasion de redire que je décide d'être célibataire. Et en réalité, je décide d'être ce que je veux, en fait. C'est célibataire ou pas célibataire, je décide d'être ce que je veux et de ne pas rendre de compte aux gens autour. Parce que l'idée, c'est encore et encore, il faut rentrer dans des cases parce que ça rassure tout le monde. Une femme célibataire qui affirme qu'elle peut tout avoir, ça peut faire peur à la femme qui a réussi à sécuriser un gars, à booker une date de mariage, à avoir des enfants, un truc, de se dire, wow, Mitala, Kavin, peut-être qu'il a joué un bité au moins. Et il y a toujours cette espèce de truc-là qui reste. La femme célibataire qui se dit, elle, j'ai raté quelque chose parce que je suis quand même belle, j'ai un bon travail, je suis indépendante, machin, mais il n'y a aucun homme qui s'intéresse à moi. Comment ça se fait? Il me manque sûrement un truc. Et donc, on est dans une espèce d'incertitude, d'insécurité. Non, on a le droit de décider de ne pas avoir envie de faire comme tout le monde. On a aussi le droit de décider, à un moment donné, de faire comme tout le monde, de se ranger ou de faire ce qu'on estime être se ranger et de choisir son chemin. Moi, c'est vraiment ça. Choisissons tranquillement nos chemins respectifs. Et puis, la vie est longue. Donc, célibataire aujourd'hui, en couple demain, recélibataire, en concubinage, en qui ça... Vivons. Mais il y a un titre qui m'a beaucoup interpellé, c'est Pas bon moins coup. Ouais. Tu vas me dire si je me trompe, mais est-ce que ça parle des violences conjugales? Et est-ce que c'est toujours en lien avec ce que tu disais au début d'interview par rapport au fait que ça t'interpelle énormément la thématique des violences conjugales en Guadeloupe, qui sont quand même très fortes? Absolument. On fait partie des départements avec le plus de violences conjugales. Et est-ce que aussi c'est en lien avec Rebelle et la Bête que tu publies sur ton podcast? Absolument. Alors c'est en lien avec plein de choses à la fois. Pas bon moins coup, c'est le premier titre de Manuela Pioche que j'ai entendu en vrai. On est en 2018. Je m'intéresse au Begin d'antan et j'écoute des trucs comme ça en passant et je tombe sur ce morceau, Pas bon moins coup, chanté par une femme qui commence par dire le jour de Noël c'est jouer à la bodée, moins beau et moins sous, moins tombé en caniveau, mais enfin doudou si ouais mais moins ou que serrer moi des bras. Et donc j'entends une femme alcoolique qui prend des coups, qui assume de réclamer de l'amour. Or, cette dame qui chante là un truc dans les années 50, je ne sais pas qui c'est, a devenu un problème. Dans n'importe quel pays du monde, j'en suis sûre, une dame qui chante un truc pareil, on en fait une icône. C'est ça. On en fait forcément une icône, un personnage représentant des voix qu'on n'entend jamais, enfin je ne sais pas. Or, cette dame-là, qui est visiblement guadeloupéenne, à ce moment-là, je ne sais pas qui c'est, en pose j'entends pas les days, nous n'y on qui pas qu'à tout néon. Il s'avère que c'est Manuela Pioche. Et c'est ce morceau-là qui m'a donné envie de la découvrir, elle, et qui ensuite m'a permis de faire Dans la peau de Mano. Donc c'est normal que je le remette presque en premier, carrément, en tout cas dans ma tête. Il fait partie des morceaux phares de Certifié Alive. Et c'est un morceau que je reprends très, très, très régulièrement sur scène, en m'amusant de la mise en scène. Voilà, je commence toujours d'une façon différente. Et je crois que l'amusement de mes musiciens, c'est de découvrir comment je vais commencer le titre ce jour-là. Sur la scène de théâtre de blues, pendant que j'interprète ce morceau, ouais, exactement. Pendant que je chante ce morceau, il y a un compte à rebours qui tourne et ce compte à rebours arrive à 42 et au bout du morceau, on découvre que au mois de mai, en tout cas à ce moment-là, on en est déjà à 42 féminicides commis en France depuis le mois de janvier. Pas bon moins coup, Célibataire rendu aussi, Ola ou Soti. Toutes ces chansons, c'est vraiment pour inciter les uns à faire ce qu'ils veulent et les autres à laisser vivre le monde. Je crois vraiment, j'ai déjà dit ça tout à l'heure, mais je crois vraiment qu'il y a une espèce d'inquiétude sourde à voir les autres vivre quand soi-même on ne se le permet pas. Comme si, je sais pas moi, comme s'il y a une menace sur soi, de voir que quelqu'un vit sa vie et que peut-être que nous on n'ose pas et que ça nous questionne, ça nous inquiète, ça nous je sais pas quoi. Et ça fait une tension assez permanente entre ceux qui font peur à ceux qui font pas. Laissez les gens faire leurs affaires. Essayez d'oser faire les vôtres et peut-être que la liberté commence par là. Voilà, je me dis que peut-être que la liberté commence par là. Peut-être que les violences vont commencer à s'atténuer aussi avec cette idée qu'il n'y a personne qui nous appartient. On n'est pas obligé de faire comme c'est écrit parce que on arrive sur Terre sans avoir rien demandé, sauf si j'ai raté un épisode, mais je ne me rappelle pas avoir mis voilà, un formulaire ou que ce soit avant d'arriver. Donc, j'ai signé pour rien.
J'ai signé pour rien du tout. J'arrive, les lois sont établies, les cultures sont faites, je me retrouve dedans et j'essaye de me gérer, moi, comme je peux à l'intérieur. Laissons-nous de la latitude. L'idée n'est pas l'anarchie, je ne suis pas en train de prôner je sais pas, je suis pas en train de prôner le n'importe quoi, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse prôner la liberté. La liberté de vivre comme on le peut, soi-même. La liberté de vivre ensemble comme on veut aussi. Comme la liberté de se créer ses règles de couple, ses règles de parents, tout en ayant conscience qu'on est dans un cadre, que la vie implique plein de gens autour, d'accord, mais peut-être qu'il y a des choses à assouplir, à commencer par nous. D'accord. Donc, on t'a vu récemment, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, au Festival Théâtre de Blues. Peux-tu nous décrire ton impression, ton émotion? Est-ce que tu as senti le public réceptif? Comment Marie-Galante t'a accueilli? Et est-ce que c'était important pour toi de jouer sur cette scène, dans cette habitation, qui est quand même une très grosse habitation historique et donc coloniale? Alors, j'ai adoré être invitée à Terre de Blues, pour commencer. J'étais super flattée d'être invitée à Terre de Blues. C'est un festival que je regarde depuis longtemps avec l'espoir d'y jouer. Et quand on m'appelle pour me proposer de faire partie de la programmation, je suis enchantée. Donc, je prends ça comme un challenge. Cette scène-là, je vais l'occuper comme je peux, comme je veux. C'est le privilège des artistes en même temps. Il y a un moment donné où tout est permis. Donc, je vis ça comme ça. Et dans le challenge, il y a cette rencontre avec un public super nombreux qui, pour la grande majorité, ne me connaît probablement pas. Alors, je suis là depuis le vendredi soir et il y a plein de gens que je croise qui me disent « Moi, je suis venue pour vous voir. » Alors ça, j'ai trouvé ça super. C'est super encourageant. Donc, je sais qu'il y a des gens là qui m'attendent et puis je sais qu'il y en a plein qui ne me connaissent pas du tout. Donc, c'est comme si c'est une première rencontre et carte de visite, cocktail, machin, on s'installe dans le salon, on discute. Comment ça se passe? Tout est possible. Donc, j'arrive avec... c'est pas une appréhension, j'arrive avec cet inconnu-là. Cet inconnu, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Au départ, je pense qu'au départ, le public est globalement là, mais en attente de voir ce qui se passe. Et qu'au fur et à mesure, on s'entend, on se comprend, et puis ça se termine sur une standing ovation. Alors ça fait peut-être bizarre de dire standing ovation sur une scène de festival où les gens sont debout, mais il faut savoir qu'à Terre de Blues, il y a plein de gens assis et allongés par terre. Et là, tout le monde debout à la fin, donc je prends ça vraiment comme une standing ovation, une vraie, et ça veut dire que ça valide quelque chose. Ça valide quelque chose. J'ai aussi pris ça comme un tremplin. Parce que dans la vie, dans la carrière musicale, en tout cas, il y a des passages, il y a des étapes. Et pour moi, Terre de Blues, c'est une étape. Faire un festival de cette envergure-là, chez moi en Guadeloupe, c'est important et c'est un passage. Donc, on s'organise pour chaque fois à aller plus haut, continuer à monter et à évoluer. D'accord. Et justement, après Terre de Blues, est-ce que tu as prévu d'autres concerts, une tournée? Je viens de passer une semaine en résidence à la Creole Beach avec une partie de ces morceaux-là. Il y aura pas mal de choses en juillet, août. Et pour ce qui concerne je ne suis pas partie sur une tournée de défense de l'album. Je suis partie sur encore d'autres sessions de travail avec d'autres choses qui arrivent. Parce que, voilà, j'ai dit, hein, je travaille avec Stargy et depuis que je travaille avec Stargy, nos esprits à deux là fourmillent d'idées, de trucs, d'ébullition, de kibité, faut faire ça, on va faire ça, et puis ensuite on va faire ça. Donc déjà, c'est 6 et pour organiser Bitala bien. Et au fur et à mesure, depuis, je crois que ça fait quoi? Ça fait 2 mois que régulièrement, il y a des choses qui sortent. On parle de Certifié Live aujourd'hui. Il y avait 3 singles qui sont sortis d'un coup, 3 semaines auparavant, juste 3 semaines auparavant, qu'on trouve sur ma page Bandcamp. Alors, je vais peut-être faire un petit truc sur le Bandcamp. Pourquoi est-ce que ces morceaux-là ne sont pas sur les plateformes habituelles? C'est parce qu'il y a une espèce de... En tout cas, moi, j'ai envie de rappeler que le travail de l'artiste musicien, c'est bien s'il est rémunéré. Et il n'est pas rémunéré que pendant les concerts, parce que sinon, on ne s'en sortirait pas. Donc, moi, je n'aurais pas suffisamment de concerts pour pouvoir en vivre. Mais vendre des albums, ça fait aussi partie de nos sources de revenus. Or, quand vous écoutez un morceau sur les plateformes, moi, peut-être que je récolte 0,001 € dessus. C'est-à-dire rien du tout. Donc c'est super parce que voilà, mais Spotify mange parce que lui il a son abonnement à 9,99, 10 heures à manger, tout c'est là à manger. Nous artistes, nous pas qu'à manger. Et même les gros artistes qui mangent de toute façon plus que nous n'en ont pas suffisamment non plus parce que le système est fait de telle façon que c'est pas nous qui sommes, c'est pas nous artistes qui touchons sur ce que nous faisons. C'est rarement nous. Nous on arrive en dernier, toujours en vrai. Donc quand je mets l'album sur Bandcamp, je propose au public de l'acquérir, en fait.
de l'acheter au prix qu'ils souhaitent. D'ailleurs, on a un prix, j'allais dire plafond, c'est pas plafond, c'est le bas, un prix plancher, et le public met ce qu'il veut dessus. Et ça, c'est une autre façon c'est un autre rapport à l'artiste encore, c'est une autre façon d'impliquer le public. C'est un truc qui pour moi est intéressant et important, que j'avais commencé à développer dans la peau de Mano en faisant appel au mécénat. J'avais pas envie de passer par comment on appelle ça, le crowdfunding, mais proposer aux gens de prendre une véritable part dans l'économie de cette industrie. Totale autoproduction. Oui, je suis en totale autoproduction, exactement. Exactement. Je suis mon propre label, je suis mon propre manager, je suis mon propre chargé de com, je suis mon propre toute bitin. Donc voilà, ça fait... Oui. Des dépenses d'énergie, des dépenses de sommeil, mais des dépenses d'argent, il y a tout ça. Et pour que je continue à travailler, eh ben, il faut qu'à un moment donné, l'argent rentre. Et le public est une part active de cet échange-là. Voilà. Avec Dans la peau de Mano, j'avais lancé les trucs de mécénat parce que j'avais vraiment envie de dire aux gens ou de rappeler aux gens qu'ils font partie de cette industrie. C'est pas... ils ont le pouvoir. Voilà. Ils ont le pouvoir de nous faire exister ou de nous faire disparaître. Ils ont ce pouvoir-là en venant en concert, ils ont ce pouvoir-là en achetant des albums, ils ont ce pouvoir-là en faisant des dons. Et ce qu'ils font souvent spontanément en plus, ils ont ce pouvoir-là en encourageant, ils ont ce pouvoir-là en reprenant les chansons à tel ou tel moment. Voilà, le public a entier pouvoir sur nous. Sans lui, on n'existe pas et c'est pas une façon de parler, c'est même pas une façon de passer de la pommade, c'est la vérité. C'est la vérité. On peut chanter tout, chanter en vrai. Si pour monde pas écouter, pour monde pas voir moins, pour monde pas parler des moins, ben, n'existe pas. Hein, voilà. Donc le public qui est le prolongement des médias en réalité. Vous faites si on n'existe ou pas. Après, si on n'existe pas, et c'est pour ça qu'il y a une espèce de truc assez étrange, si on n'est pas là pour proposer quelque chose, ben, il n'y a pas non plus de musique ou d'art, de quoi que ce soit. Donc il faut vraiment qu'on arrive à comprendre que c'est un vrai maillage qu'il faut qu'on mette en place. Et ça me ramène sur cette histoire de politique culturelle qui me manque en Guadeloupe, parce que on n'est pas dans l'esprit que la musique, que les arts, au-delà de la musique, que les arts sont une richesse. Nos institutions voient beaucoup les arts, la musique, comme des charges, comme du poids financier, comme un truc, il faut dépenser pour faire ci, c'est lourd, c'est pénible, c'est gna gna gna, et pas comme générateur de richesse, générateur de valorisation du territoire, générateur d'emploi. On ne voit pas ça comme ça. Et j'aimerais vraiment qu'on arrive à changer ce regard-là pour pouvoir justement changer la façon dont on aborde et la musique et tous les autres arts. Danser, cinéma, ça marche pour le cinéma. Peut-être parce que ça a l'air plus grand et que les retombées sont plus immédiates. J'en sais rien du tout. Je suis même pas sûre que ce soit vrai. Les arts plastiques, bref, il y a plein de choses à valoriser dans ce pays et on le sait. Et l'aventure de l'occupation du CAC qui continue et qui a commencé il y a 2 ans a vraiment été l'occasion de mettre un gros coup de projecteur sur ça et ça continue. Il y a des salles qui se montent, il y a des expos, il y a des festivals qui existaient déjà et qui prennent encore une plus grande dimension. Donc moi, je suis très contente qu'on ait instauré ce truc et fait bouger les lignes. J'en suis très, très contente et je suis sûre que ce n'est qu'un début, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant tant qu'on n'aura pas la sensation que les institutions aussi prennent leur part dans ce travail-là, nous qui continuons à galérer. Et quand je dis galérer, je parle d'une véritable précarité des artistes sur ce territoire-là. Il y a plein de gens qui ont 2 métiers. Un vrai métier et leur passion d'artiste. Avec un vrai métier, plus ta passion d'artiste, je ne sais pas quel temps, quelle énergie tu peux consacrer à ton art en vrai. Parce que ça demande du temps. Tout bêtement. Parce que ça te demande de l'espace de réflexion. Parce que ça te demande de l'espace de mise en œuvre. Et que quand tu vas travailler de telle heure à telle heure, tous les jours, toute la semaine, on se demande comment tu y arrives. Soit tu négliges ton travail normal, soit tu négliges ton art parce que tu n'as pas la force de faire le tout. Un autre problème, c'est le maillage des compétences. Moi, autoproductrice, je me retrouve à faire tout. Je ne sais pas faire tout.
Je sais pas faire tout et j'ai pas envie d'apprendre à faire tout. Je suis pas comptable, j'ai pas de compétences spécifiques en marketing. Je suis nulle en stratégie de développement de quoi que ce soit. C'est pas mon truc et ça m'intéresse pas en vrai. Donc j'ai pas envie de me former pour ça, pour être Wonder Woman. Je fais toutes mes affaires toute seule. Je n'aime pas ça. Moi j'ai envie de pouvoir trouver plein d'alliés qui vont m'aider à monter et solidifier mon business et dans lequel tout le monde là va manger et qu'on ait plein de structures de ce type-là ou qu'on ait une grosse structure qui mettent à disposition plein de gens différents qui ont tous leurs compétences, leurs atouts, leurs idées à apporter pour que tout le système en profite. Mais pour ça, il faut qu'on change de mindset. Et je crois qu'on n'en est pas là. Et est-ce que tu es présente sur les réseaux sociaux? Bien sûr. Donc je disais tout à l'heure, je suis ma chargée de com. Ça a changé. J'ai une chargée de com qui est trop super. Et qui fait un super travail. Et donc on me trouve sur Instagram, on me trouve sur Facebook, on me trouve sur LinkedIn, on me trouve sur... Quoi encore? Qu'est-ce que j'ai pas dit? On me trouve sur les plateformes, pour écouter le podcast, on me trouve sur les plateformes habituelles, là, Spotify, Deezer, Apple Podcast, tout ça. Apple Music aussi, d'ailleurs, pour la musique. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je suis sûre que j'ai oublié un truc. Bref, les plateformes habituelles et les réseaux habituels, je suis là. Je ne suis pas encore sur TikTok, mais il paraît que j'arrive. Bon, j'arrive. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.